Ici et maintenant, 95.2, nous nous engageons pour 90 minutes dans une émission un peu décapante sur le personnage de Carlos Castaneda et pour célébrer la parution du livre de Christophe Bourseiller. C'est paru au Rocher et c'est titré « La vérité du mensonge ». Décapant en effet, ça me semble être la première fois en langue française qu'on s'en prend au personnage mythique de Carlos Castaneda qui a fait rêver, disons largement, une génération entre 68 et 98, auteur de 8 bouquins principaux, à commencer par L'herbe du diable et La petite fumée, paru en France, une des nombreuses traductions. Castaneda s'est vendu par millions d'exemplaires à travers le monde. Christophe Bourseiller est donc notre invité. Il qualifie cette œuvre de unique aux confins de la mystique et de la poésie. Et nous sommes accompagnés également de Marie-Thérèse de Brosse, une des rares personnes en France à l'avoir rencontrée dans le cadre d'un article pour Paris Match. Et ça a été un choc pour elle et elle nous en parlera, elle témoignera dans un petit moment. Bonjour Christophe. Bonjour Didier. La seule chose dont on est à peu près sûr de Carlos, c'est son prénom. En somme, sa naissance, sa mort, son mariage même, reste un mystère. C'est un homme qui a voulu toute sa vie, comme il le disait lui-même, effacer son histoire personnelle. Et c'est vrai que le défi que je me suis assigné en écrivant ce livre, qui est le premier, en réalité, même les Américains n'ont pas osé le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas encore eu de biographie de Carlos Castaneda. Et j'ai essayé de relever ce défi de façon un peu hasardeuse, un peu cinglée, peut-être moi aussi finalement. Et c'est vrai que Carlos Castaneda, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comme vous le savez, un très grand écrivain, quelqu'un qui a marqué les années 60, 70. Et encore aujourd'hui, qui marque encore, qui est un très gros vendeur de livres, mais c'est aussi, sans doute, de tous les écrivains de cette époque, le plus secret, comme vous le savez, pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il a quasiment jamais donné d'interview, il se cachait tout le temps, on ne savait pas qui il était, on ne connaissait pas son adresse, on ne savait rien de lui, il changeait de numéro de téléphone tous les 15 jours. Et puis l'autre raison, c'est que les rares fois où il donnait un interview, il mentait. Donc évidemment ça pour le biographe c'est un défi assez rigolo de se dire je vais essayer de retracer si j'y arrive le destin paradoxal de quelqu'un qui lorsqu'on lui demandait qui il était, quand on lui demandait son nom, quand on lui demandait d'où il venait, inventait qu'il était l'arrière petit-neveu d'un grand homme politique brésilien qui s'appelait Aranha, ou alors il prétendait qu'il était l'arrière descendant du grand écrivain Fernando Pessoa. Il racontait tantôt qu'il était italien, tantôt brésilien. Enfin bref, c'est un homme qui s'est toujours entouré d'un brouillard volontaire. Alors je suis allé dans le brouillard, j'ai entamé ce long voyage, ce difficile voyage, qui évidemment comme tous les voyages ne m'a mené nulle part, mais c'est peut-être là que je voulais aller, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai véritablement approché Carlos Castaneda, parce que on ne peut pas percer le mystère poétique d'un grand écrivain, et pour moi je continue à le considérer comme un très grand poète, mais enfin j'ai essayé d'aller à la rencontre du personnage, de cet homme est quand même assez étonnant, avec une vie et un parcours pour le moins décapant justement. Oui, alors il vient du Pérou ou de Bolivie, voire même du Brésil. La vérité, vous voulez la vérité? Enfin, une vérité, en tout cas la mienne, c'est qu'en réalité, donc effectivement, il est né à Cajamarca, au Pérou, en 1926. Et voilà, dans un milieu assez modeste, puisque son père était joaillier. C'était quelqu'un d'assez bohème, qui avait fait des études de philosophie et qui aurait pu, comment dirais-je, peut-être embrasser une carrière plus glorieuse, comme on dit, mais qui a fait le choix de partir dans une petite ville assez excentrée, qui est une ville assez importante, Cajamarca, parce que c'est là que, vous savez, l'empereur Atahualpa a été tué par le conquistador Pizarro, et le jour de sa mort, il y a eu une éclipse de soleil. Donc c'est un lieu très chargé dans la mémoire précolombienne, en quelque sorte. Donc c'est pas rien pour un homme qui justement se réclamera plus tard d'une tradition indienne, c'est pas rien de naître et de grandir dans un endroit comme celui-là. Mais enfin, c'est vrai que Carlos Castaneda, lui, grandit dans un milieu très cultivé, très européen, très moderne, et que surtout ce qui se révèle très très vite dans la vie de ce jeune garçon qui est fils unique et qui est plutôt choyé par ses parents, c'est le fait que c'est un menteur invétéré, un baratineur invétéré, et donc dès son plus jeune âge, il ment. Attendez, parce que vous aviez l'air de dire qu'il mentait dans ses interviews, mais on peut dire qu'il ment dans ses livres. Il faut surtout pas prendre les livres. Dieu sait que je me passionne tous ces bouquins, mais il faut pas prendre au sérieux ce que dit Castaneda, tout de même quand il parle de lui.
même quand il parle des gens de son entourage, même quand il parle de ses relations, mais quelqu'un d'aussi important que l'inaccessible Don Juan. Absolument. Alors ça, c'est si vous voulez, on peut parler effectivement tout de suite de cet aspect-là. C'est vrai que les œuvres de Carlos Castaneda relèvent du genre poétique. Ce sont des livres mystiques, philosophiques, fascinants. Mais je crois que ce que j'ai malheureusement peut-être établi dans le livre, c'est le fait que le personnage de Don Juan, vous savez que, bon, faut expliquer pour les auditeurs qui ne sauraient pas que les livres de Carlos Castaneda sont des livres haletants, palpitants, passionnants, complètement fascinants, mais qui ne racontent que des rencontres dans le désert entre Carlos Castaneda lui-même et un mystérieux indien qui a un nom quand même assez fascinant qui s'appelle Don Juan. Et donc tous les livres de Carlos Castaneda, c'est la rencontre entre ces deux personnages et l'initiation que vit Carlos sous la houlette en quelque sorte du fameux Don Juan. Or évidemment, le fameux Don Juan dont on ne sait pas s'il a existé. Alors dont on peut dire avec une grande probabilité, voire une quasi-certitude, qu'il n'a pas existé, qu'il a été inventé, généré par Carlos. Est-il le produit de rencontres que Carlos a fait dans les années 60 avec un certain nombre d'Indiens? C'est tout à fait possible, mais enfin le personnage tel qu'il apparaît dans les livres de Carlos Castaneda, tout comme d'ailleurs les allusions biographiques qui parsèment les livres de Carlos Castaneda, tout ceci est inventé. Et c'est vrai que c'est peut-être ça d'ailleurs qui rend les livres de Carlos Castaneda encore plus fascinants et encore plus intéressants. Mais vous savez, je dirais peut-être pour le défendre d'une certaine façon que lorsqu'on lit Platon, on ne se demande pas si Socrate a existé. On se dit que Socrate ait été, je ne sais pas, grand menteur ou pas menteur, etc., ça n'a pas grande importance. On se dit Platon, c'est quand même très profond. Et quand on lit Carlos Castaneda, moi je trouve qu'on est face à une œuvre poétique. Mais c'est vrai que Carlos Castaneda, ça c'est quand même un gag extraordinaire, a décroché un doctorat d'anthropologie de l'université de Californie, c'est-à-dire la plus haute distinction de l'université américaine, sur la base d'un roman. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le faire, et c'est un homme qui a trompé le monde entier, comme Don Juan, le personnage de Molière, qui lui aussi trompait le monde entier, déstabilisait et transgressait. Il y a peut-être des ressemblances troublantes entre Carlos Castaneda, l'homme, et Don Juan, ce personnage mythique qu'il a aussi inventé. Mais alors, Christophe Boursier, ce qui est particulier, c'est qu'il s'installe en Californie, il est naturalisé en 57, oui. Et il a voulu jouer à fond la carte universitaire avant d'être semi-démasqué et finalement d'éluder toute autre question en produisant des ouvrages, pratiquement un tous les 2-3 ans, en oubliant d'être, disons, universitairement correct. Ça n'était plus important pour lui. Mais je crois que ça n'a jamais été très important, ça a toujours été l'homme des vies parallèles en réalité, parce que si vous voulez, lorsqu'on lit par exemple, il faut savoir, donc cet homme, si vous voulez, arrive effectivement au début des années 50 en Californie, donc c'est un immigrant péruvien, il ment à tout le monde, il se fait passer pour le neveu d'un des plus grands hommes politiques brésiliens, il raconte des bobards, il séduit des femmes, mais il galère, c'est-à-dire que c'est un type qui va galérer, mais vraiment galérer gravement, il n'a pas d'argent, il n'a pas de fortune personnelle, et donc il enchaîne les petits boulot, il est chauffeur de taxi à Los Angeles, il est caissier dans un magasin de lingerie. Enfin bref, c'est un type qui il a du mal, quoi. Il est vendeur, il est et c'est pas facile pour lui. Et en même temps, il essaie de poursuivre ses études avec en même temps une espèce on sent un homme qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Et donc il poursuit des études très diverses. Alors il va apprendre l'écriture, ce qu'on appelle en Amérique le creative writing. Et puis pour des raisons complexes qui tiennent, c'est plus facile d'avoir un degré si on s'inscrit en anthropologie. Et donc il va s'inscrire en anthropologie, mais sans manifester un grand intérêt pour la question indienne. Et il tombe sur un professeur d'anthropologie dans les années 60 qui s'appelle Clement Megan, qui dit à ses élèves, si vous arrivez à rencontrer un natif et un indien d'Amérique et à recueillir un témoignage, vous aurez la meilleure note. Donc Carlos Castaneda, évidemment, qui est finot et qui ne manque pas d'humour, va dire, il arrive un mois plus tard, j'ai trouvé un type extraordinaire qui s'appelle Don Juan. Et là, nous sommes en 1961, si vous voulez. Et il faut attendre 1968 pour voir paraître le premier livre de Castaneda. Mais ce qui se passe, c'est que le personnage de Don Juan, tel que Castaneda le présente à ses professeurs, est tellement fascinant, tellement génial, que les types lui disent, ça serait intéressant d'envisager une parution. Donc Castaneda écrit son livre, et en 62, il rend à la maison d'édition de l'Université de Californie, puisqu'il est à UCLA, il rend un manuscrit. Et entre 62 et 68, l'University of California Press, l'éditeur,
hésite. Et vous imaginez l'horreur pour un écrivain de rendre un livre en 62 et il ne paraît qu'en 68. Mais justement, il paraît fort opportunément en 68. Oui, non, mais certes, mais il paraît fort opportunément, mais c'est absolument terrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir à la fin des années 60, d'ailleurs, je crois qu'il va pousser probablement à cette publication en parlant du livre, en lançant la rumeur. C'est quelqu'un de totalement inattendu dans cette histoire et qui est venu et qui était une amie de Carlos Castaneda, et j'en ai été très très surpris. C'est l'ancienne compagne d'Henry Miller, Anaïs Nin. Donc c'est Anaïs Nin qui va jouer un rôle important dans le processus de publication. Mais pensez à une chose, c'est que donc ce type est né en 1926 et quand son premier livre paraît, donc c'est quand même un type qui a un certain âge. Attendez, d'abord il se rajeunissait. Déjà quand il disait qu'il était né. Voilà, parmi ses mensonges, il y avait l'idée qu'il n'était né qu'en 35. Bon, mais enfin, il était né en 26, donc là, vous savez. C'est la réputation qui est plus importante que les faits. Mais il me semble, il y a une chose que j'ai pas vue dans votre livre, que j'ai pourtant lu très très attentivement. Castaneda a commencé par écrire un roman qui a été refusé partout. Ah non, j'aurais bien voulu le lire. Oui, absolument. Et le roman, c'est en réalité ce qui était paru sous le titre L'herbe du diable et la petite fumée. Alors ça, c'est une question. N'ayant pas vu ce manuscrit, n'ayant pu le lire comme tout le monde, je ne sais pas. Oui, moi c'est ce qu'on m'a dit de tous les côtés. Évidemment, je n'ai jamais pu voir alors là, nous n'avons pas le manuscrit, ou le tapuscrit, je ne sais pas s'il l'écrivait à la machine. Mais de tous côtés, on m'a dit que c'était le roman qu'il voulait publier, qui n'était pas publié, et qui, après cette mystérieuse rencontre, se serait transformé en son premier livre sur Don Juan. Difficile à dire, c'est possible. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une nouvelle que Carlos Castaneda publie dans The Californian, que je n'ai pas pu trouver, mais malheureusement, là, j'étais bridé par le fait que je suis français. C'est-à-dire que je suis allé à plusieurs reprises à Los Angeles, mais enfin, j'allais une semaine, vous comprenez? Donc il fallait rester, si vous voulez. Et il y a eu une nouvelle qui a été publiée en 1960, et puis il y a un tapuscrit, mais qui est un manuscrit, totalement disparu de la circulation, qui apparemment, portait sur son passage en tant que réceptionniste à la compagnie téléphonique Bell. Donc, vous voyez, pour être très précis. Oui, c'est ça, c'est le manuscrit. Donc, si vous voulez, peut-être que l'herbe du diable et la petite fumée, si on veut trouver une source, c'est la nouvelle paru dans The Californian en 1960, parce que c'est une nouvelle qui fait déjà allusion à un mystérieux chaman. Mais là, le tapuscrit sur, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, sur la compagnie téléphonique Bell, apparemment, c'est plus les problèmes des standardistes qui, répondant au téléphone, tombent parfois sur des gens très drôles. Et en fait, il voulait écrire un livre sur ces rencontres téléphoniques via Bell. Alors c'est assez bizarre, parce qu'on est à la fois là, on pourrait présenter Castaneda là comme étant une espèce de type, un escroc, quoi, une sorte de type qui invente, qui ment, qui raconte des choses. Et tout le temps, il y a quand même autour de lui une espèce d'aura de mystère. Il y a une très forte présence, une intelligence, un raffinement, une culture. Et puis, c'est vrai, une orientation, même dans les moments de galère dans les années 60, donc avant la parution du premier livre, une orientation mystérieuse vers la spiritualité. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est toujours à multiples facettes, à multiples visages. Et puis, en 68, donc, sort ce livre qui s'appelle, en français, L'herbe du diable et la petite fumée. Et là, ce malheureux Carlos, qui, 68, 26, 68, je vous laisse faire le calcul, il a 38 ans, si je me trompe pas. Donc, ce malheureux Carlos, enfin, est confronté au public et là, rencontre un succès inouï. C'est-à-dire qu'il vend des centaines de milliers de livres partout dans le monde, et d'un seul coup le malheureux galérien, le mec qui enchaîne les petits boulots, qui n'a pas de vocation, puisqu'en fait, quand il est venu aux États-Unis, il voulait être peintre, et puis il n'a absolument pas réussi à s'imposer en tant que peintre latino-américain. Le malheureux Carlos devient le grand Carlos, enfin devient l'écrivain reconnu. Et là, le grand problème auquel se heurtent tous les gens qui se confrontent à son œuvre, c'est le fait qu'apparemment c'est une œuvre complètement romanesque, complètement échevelée, complètement très belle d'ailleurs. Seulement Carlos se tue à dire que tout est vrai. Donc il y a là un vrai débat, c'est-à-dire les anthropologues se posent la question, est-ce que c'est vrai? Évidemment, tous les spécialistes voient bien qu'il y a des invraisemblances incroyables, que le fameux donjon ne peut pas être un yaki, que les champignons que Carlos prétend avoir ingérés ne poussent pas là où il prétend les avoir ingérés, enfin, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce mystère autour de Carlos. Alors, mystère qui culmine
en 1974, tout simplement parce qu'en 74, Carlos publie le dernier de ses 4 livres qui sont cette tétralogie flamboyante où il y a L'herbe du diable et la petite fumée, Voir, Le voyage à Ixtlan et Histoire de pouvoir. Et à partir de là, en 74, ces 4 livres étant publiés, il passe son doctorat. Sa dissertation de doctorat, c'est Le voyage à Ixtlan, c'est-à-dire un roman totalement décousu, magnifique, mais enfin qui n'a rien d'universitaire. Il est reçu avec les honneurs, et là évidemment il a stupéfié, il a trompé toute l'Amérique. Et à ce moment-là, cet homme, si vous voulez, je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un qui a assisté à une conférence qu'il a donnée en 1974, et il m'a dit, alors peut-être qu'il voulait me faire plaisir parce que j'étais français, etc., mais il m'a dit, pour moi c'était Lacan, c'était Derrida. Vous voyez, pour lui, alors il disait le Carlos Castaneda à cette époque-là, c'était, enfin on dirait aujourd'hui, je sais pas, c'est Salinger, vous voyez, c'était un grand écrivain américain, et donc c'est vrai qu'il avait les coups des francs sur 74 parce qu'il était la star des stars. Il aurait même pu se payer le luxe de dire oui, j'ai menti, et on aurait dit quel grand poète. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il s'est enferré dans le mensonge et qu'il s'est enfoncé, vraiment enfoncé dans la clandestinité. Donc c'est à ce moment-là où il prend l'option religieuse, l'option spirituelle au détriment de l'option poétique d'une certaine façon, et là il va publier d'autres livres en s'enfonçant dans cette idée qu'il est le reporter d'une réalité, etc. Mais il y a une chose qui est difficilement compréhensible, parce que, bon, c'était un type qui était brillamment intelligent, qui avait un sens de la répartie, pigeait tout de suite, il était très marrant aussi, n'oublions pas. Alors je n'ai pas compris comment il n'a pas fabriqué des fausses notes de terrain. Parce que c'est quelque chose de bien connu, quand un anthropologue va étudier une ethnie ou n'importe quoi, il a ses notes de terrain. Et lorsqu'il présente sa thèse et ses travaux universitaires, la première chose que les professeurs demandent, en dehors du travail, ce sont les notes de terrain. On les a demandées à Carlos, et Carlos dit « Ah, je n'en ai pas ». Mais vous savez, je me demande jusqu'à quel point il ne voulait pas qu'on comprenne qu'il mentait. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait toujours chez lui une espèce de double visage, un double langage. Il y avait une forme d'humour. Moi, je me souviens d'avoir entendu un document de lui, à mourir de rire, un des rares documents sonores de Carlos Castaneda, où il dit très sérieusement à un journaliste de KPFA au tout début, il dit « Oui, j'avais une technique avec Don Juan, je prenais les notes dans ma poche. J'avais un calepin dans ma poche et je prenais mes notes dans ma poche. » Écoutez, oui, mais... Soyons sérieux, je veux dire, vous croyez que c'est possible de prendre des notes dans la poche? Alors, attendez, ça c'est un problème que je me suis posé. N'oubliez pas que Don Juan disait qu'il ne fallait pas prendre de notes parce que, et ça c'est vrai au point de vue psychologique, c'est connu, que le travail que l'attention fait lorsqu'on suit un sujet qu'on ne prend pas de notes, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur une prothèse. J'ai jeté des notes sur un papier, si j'ai oublié, bon, si vous n'avez pas le droit de prendre de notes, vous êtes obligé d'être beaucoup plus attentif. De mémoriser. Donc, Don Juan lui interdisait de prendre des notes. D'où Carlos qui prenait, disait-il, bon. Mais moi, quand j'ai été travailler avec lui, il était interdit de prendre des notes. Et en plus, très vite, j'ai été repéré. Et donc, j'avais des gens qui venaient m'espionner, qui venaient autour de moi, etc. Et je me suis demandé comment je pouvais prendre des notes, parce que, il faut dire que quand même, c'est quelqu'un qui a des formules étourdissantes. Vous dites, c'est un poète. Vous dites qu'il disait, il était minuit moins le quart. Moi, je l'entendais dire d'une façon tellement dramatique, il est minuit moins une. Et on savait que c'était l'urgence. Ça dépendait de l'heure. C'était l'urgence la plus absolue, que la catastrophe allait arriver. Bon, il y avait des choses que je voulais ne pas perdre et ne pas transformer. Et j'avais une espèce de tenue de sport et je prenais des notes. Ah, vous aussi, vous le faisiez dans ma poche. Alors, ça marche. Alors, donc on peut, écoutez, je ferai un essai de notes dans la poche. On prend pas tout, on prend de grandes poches, en tout cas. Oui, on prend des mots-clés. Alors, vous savez, pour revenir à ce que vous disiez concernant les carnets de notes et l'absence, justement, de ces notes, vous savez, ça renvoie à une espèce de rire de Carlos Castaneda, parce que quand on lit Le voyage à Ixtlan, qui est le livre qui constitue la dissertation qui lui a permis d'avoir son doctorat. Donc c'est un livre qui est important à ce titre-là. Si vous regardez bien, c'est un livre qui est totalement décousu, puisque c'est un livre, on démarre Le voyage à Ixtlan à la page 375 de l'édition française, et le reste, c'est la redite de scènes qui ont été dites dans les livres précédents. Donc c'est un livre qui est totalement, mais moi si j'étais prof et qu'on me donne une dissertation comme ça, je dirais, mais enfin écoutez, retournez à l'école. Je veux dire, où est la première partie, où est la troisième partie, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas d'introduction. Donc il y avait quand même de sa part toujours une provoque et un humour qui sont évidents et qui sont extraordinaires. Moi je dirais, oui, vous savez, pour moi, je pense que Carlos Castaneda, c'était ce qu'on appelle traditionnellement un éveilleur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous secoue comme un prunier, à l'endroit, à l'envers, qui peut vous faire beaucoup de mal et qui peut vous faire beaucoup de bien, suivant la disposition où vous vous trouvez par rapport à lui. C'est quelqu'un qui peut être dangereux, mais c'est quelqu'un qui avait c'est vrai, un verbe extraordinaire quand il dit la connaissance est un papillon de nuit. Il y a quelque chose
quand il dit le crépuscule est une brèche entre les mondes, quand il dit une phrase extraordinaire qui dit que le principal ennemi de l'homme sur le chemin, c'est la clarté. C'est extraordinaire de dire ça, justement de cette réflexion de se dire que l'excès de lumière empêche de voir. Ou quand il dit je ne suis pas un homme sérieux, j'ai rendez-vous avec l'infini. C'est merveilleux, c'est d'une beauté incroyable. C'est d'une beauté incroyable. Alors c'est vrai, quand il dit une rencontre, c'est parfois un murmure dans l'oreille. On pourrait comme ça énoncer comme ça des phrases glanées de ci de là, mais qui nous parlent personnellement et qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, parce que j'ai découvert personnellement Carlos Castaneda quand j'étais lycéen dans les années 70. Et puis c'est vrai que je l'ai toujours gardé à côté de moi. Lorsque vous avez publié, ce que je vous disais tout à l'heure, Marita, lorsque vous avez publié votre article dans Paris Match, c'était en 97, je crois. 96. Je l'ai découpé, je suivais tout ce qui concernait Carlos Castaneda. J'avais cette espèce dans un coin de ma tête, il y avait ce désir de livre que j'ai enfin réalisé aujourd'hui. Mais je crois que j'aurais pas écrit ce livre si Castaneda était encore vivant, en revanche. Je pense qu'il fallait attendre que la parenthèse soit fermée. Marie-Thérèse, pour ma part, ce qui m'a frappé, ce qui m'a accompagné pendant ces 30 ans, au titre des expressions, c'est trouver sa place. J'en ai noté quelques-unes comme ça. Trouver sa place. Donc ça, c'est un des exercices clés de la première rencontre avec Don Juan. Mais je ne vais pas la raconter, c'est un peu long. Voir, percevoir l'essence des choses, l'œuf lumineux, c'est un concept. Le concept de Nagual et de tonal, mais formidable. Ça, c'est un peu plus tard dans ses livres. Le concept d'arrêter le monde, très fort aussi. Arrêter le monde, c'est très important, ça. Oui. Effacer son histoire personnelle, ou alors encore se débarrasser du sentiment de sa propre importance. Sont des choses. C'est toujours l'idée de dépasser l'ego. Vous savez, Carlos Castaneda demandait à ses disciples. Bon, il faut dire, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, si vous voulez, au début, il n'est qu'un écrivain, et puis dès le début, le tout début des années 70, il monte autour de lui un tout petit groupe qui sont très souvent des femmes qu'il séduit par ailleurs, mais aussi quelques hommes. Et c'est un tout petit groupe de disciples, d'amis, de gens à qui il propose une expérience sorcière, à qui il dit, il est possible de vivre une autre réalité que celle des sens, accompagnez-moi et je vais vous mettre sur la voie du guerrier, en quelque sorte. Et alors c'est un petit groupe qui n'a rien d'une secte pour une raison très simple, c'est que pour y entrer, il faut supplier, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'y adhère pas en payant une cotisation, c'est un groupe très élitaire, ça fonctionne un peu à la façon du groupe surréaliste, quand André Breton dit toi tu peux venir, toi non, toi tu n'as pas les qualités, etc. Et donc il agrège ce petit groupe autour de lui, et c'est bien plus tard, à la fin de sa vie, dans les années 90, que, mu par diverses raisons, Carlos Castaneda va tout à coup décider, entre guillemets, de commercialiser Don Juan, de commercialiser ses livres ou son enseignement, et de créer un vaste groupe qui va organiser des séminaires payants, parfois très chers, qui s'appellera la Tenségrité. Et ça, c'est à la toute fin de sa vie. Donc, si vous voulez, c'est vrai que Marie-Thérèse, je crois que vous avez approché Carlos Castaneda dans cette dernière période, qui est la période d'ailleurs la plus décriée, la plus discutable, la période où, d'une certaine façon, parfois le poète grimace. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Mais c'est vrai que c'est une période assez tardive, au fond, parce que ce n'est qu'à partir de 1991, je crois, que ce groupe se structure réellement. Oui, mais moi, j'aurais tendance à mettre quand même Castaneda dans la lignée qu'on appelle Holy Madness. C'est un mouvement qu'on connaît peut-être plus aux États-Unis. Ce sont les gourous fous. La folie sainte. Bon. Et vous avez des gens très connus par leur retentissement. D'ailleurs, Gurdjieff en faisait partie. Ce sont des gens qui n'hésitaient pas à avoir des conduites très choquantes pour réveiller les gens, avoir des comportements sexuels assez particuliers. Bon, Carlos fait partie de cette chose-là. Il adore choquer les gens, les humilier. Vous en parlez dans votre livre. Moi, j'ai assisté à des choses hallucinantes. Il adore mépriser les gens et cracher son mépris. Je ne pense pas que c'est purement méchamment, mais c'est pas seulement pour les réveiller, hein. Il y avait quand même une certaine part jubilatoire quand il se mettait à injurier en public des gens qui étaient dévoués, qui le prenaient pour... Non, il y avait une part de sadisme. Ah, terrible. Mais il y avait une part de sadisme qui est évidente, mais en même temps, et qui est très forte, et ça il faut insister sur cette dernière période où Carlos Castaneda pouvait être effectivement d'une cruauté sans borne. Mais en même temps, dans ces relations sado-masochistes, finalement, on peut se demander si la victime n'est pas consentante. Enfin, c'est-à-dire que tous ces gens qui venaient effacer leur histoire personnelle, c'est-à-dire finalement abandonner leur identité, donc qui déchiraient leur papier d'identité, qui s'inventaient des noms nouveaux, et très souvent ils prenaient comme
comme nom de famille Castaneda d'ailleurs, c'était, ou Arana. Qui est le véritable nom de Carlos Castaneda. Et donc il y avait ce désir-là. Mais tous ces gens-là, est-ce que finalement ils n'étaient pas en désir de cette violence, si vous voulez? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de prendre place dans cette famille terrible avec ce père incestueux et qui se tapait les filles et qui était en même temps d'une cruauté sans borne et qui en même temps parfois les menait sur une voie de lumière? C'était très particulier. Mais est-ce que c'est pas une clé très importante? Parce que rappelez-vous, dès les premiers livres de Castaneda, quand on voit ses rapports avec Don Juan passe son temps à se moquer. À le rabaisser, exact. Férocement. Exact. Il lui dit, tu es tellement bête, tu es tellement con, tu es incapable de comprendre tout ça, drogue-toi. Et Don Juan lui faisait prendre de la drogue, c'est le seul moyen pour t'ouvrir les yeux, car toi, tu es trop bête. Ouais. C'est vrai qu'il donne une image de lui assez pitoyable dans le premier livre, un peu crispant pour le lecteur francophone que j'étais à l'époque. Ça revient très souvent. Un peu choquant de voir un apprenti aussi gauche, aussi maladroit, aussi lent à comprendre. Effectivement, il avait un peu forcé le trait. Non, c'est une tradition, on voit ça chez Milarepa. Quand Milarepa veut absolument être initié, il se fait traiter comme le dernier des imbéciles. Il doit construire une maison, la débâtir, la déconstruire, la reconstruire autrement, etc. Toujours en attendant l'initiation. Et cette initiation qui ne vient pas, il la paye. Elle est en chemin. Elle est en cours, en fait. Oui. Mais en se faisant humilier et rabattre sans arrêt. Je crois que c'était William Burroughs qui avait eu cette phrase très drôle, qui avait dit, mais pourquoi Don Juan ne m'a-t-il pas choisi moi plutôt que cet idiot de Carlos Castaneda? C'était assez drôle. À ce propos, Christophe Bourseillet, ce livre, dont je rappelle le titre, La vérité du mensonge, dépeint d'abord la Californie des années 60. On y voit l'influence de Aldous Huxley, par exemple, qui n'est pas que l'auteur du Meilleur des mondes, mais qui était passionné par les recherches sur la mescaline. Rappelons aussi qu'il est mort en prenant un dernier acide, un dernier LSD. Il y a ce livre qui s'appelle Les Portes de la Perception, qui a joué énormément dans le parcours de Carlos Castaneda. On y voit Timothy Leary en action, et dans un conflit d'ailleurs avec Castaneda qui les deux hommes se détestaient. On y voit traverser Alan Watts et l'influence considérable qu'il avait sur les Californiens dès cette époque-là, et qui se prolonge d'ailleurs, mais c'est pas dans le même registre. Et il est passionné aussi, mais ça remonte bien en arrière, ce n'est pas un contemporain, par la lecture de Saint Jean de la Croix et de Husserl, il est très paradoxal. Le père de la phénoménologie. Oui, c'est ça, si vous voulez. Et c'est vrai que Don Juan est un personnage qui emprunte beaucoup. Il y a un côté grec c'est un philosophe. Enfin, Don Juan, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Castaneda, c'était un homme d'une immense culture qui a passé sa vie à lire. C'est très important de le dire, qui était fou de poésie. Qui lisait et qui disait qu'il ne fallait jamais lire et qui interdisait qu'on lise autour de lui. Qui, vous savez, comme beaucoup de gourous, Castaneda ne faisait pas ce qu'il prêchait, c'est-à-dire qu'il demandait notamment à ses disciples, surtout à la fin de sa vie, de déchirer leurs photos personnelles, de se débarrasser de tout ce qu'ils avaient, de leurs animaux, les chats, les chiens, etc. Et lui, chez lui, il y avait plein d'objets à lui. Évidemment, il était tout à fait dans l'inverse. Il y avait même une pièce, paraît-il, en vous lisant, j'ai découvert une pièce remplie de toutes ces éditions. Alors ça, c'est Amy Wallace qui m'en a parlé, avec qui j'ai longuement discuté, qui est devenu quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a raconté des tas de choses assez passionnantes. Et c'est elle qui m'a raconté ça, c'est qu'il avait effectivement, alors qu'il fallait jeter tout ce qu'on avait, lui avait un mur rempli de toutes les éditions possibles et imaginables de ses propres livres, qui évidemment, ça lui faisait plaisir, mais enfin, il ne peut pas dire que c'était cohérent par rapport à l'idée d'effacer son histoire personnelle pour dépasser l'ego. Alors, on a échappé à un film de Fellini. Fellini l'a coursé sans l'atteindre. Ah, mais il n'était pas le seul. Vous savez, c'est un petit peu normal. D'abord, Castaneda, dans les années 70, c'est la star des stars. En plus, il vit à Los Angeles, c'est-à-dire la capitale mondiale du cinéma. Et donc, dès le début, il est coursé, entouré. Il y a un projet de film, un moment où normalement, le rôle de Don Juan doit être tenu par Anthony Quinn. Et puis, tout ça ne se fait pas parce que Castaneda ne veut pas. Et puis, notamment, il y a un certain nombre de gens de cinéma qui l'adulent. Je pense, par exemple, à Oliver Stone, dont la maison de production se nomme X-Clan Film. C'est X-Clan Film qui produit les films d'Oliver Stone en hommage à Carlos Castaneda. Donc on est dans quelque chose de très fort. Et puis, mais Castaneda, lui, il ne veut pas. Et lorsqu'en 1984, Federico Fellini, lui aussi, se dit, et si je faisais un film fellinien sur Don Juan, le voyage à Tulum, Viaggio à Tulum. À ce moment-là, il va aller trouver quelqu'un qui connaît Castaneda, qui l'a rencontré, qui est Alexandro
Alexandre Jodorowsky. Et donc, avec Alexandre Jodorowsky, il espère, par son intermédiaire, ou grâce à lui, accéder à Carlos Castaneda. Mais en pure perte. C'est-à-dire que Castaneda ne veut pas rencontrer Federico Fellini. Et c'est assez... Alors, Fellini m'a raconté quelque chose. J'ai vu brièvement Fellini. J'ai vu parler de Castaneda parce que je savais qu'il avait voulu faire ce film. Alors ça n'engage ce que dit Fellini et ma perception, mes souvenirs. Mais Fellini me dit, vous ne faites pas d'illusions. Castaneda ne fait absolument pas ce qu'il veut. Il est totalement prisonnier d'un entourage parce que c'est un empire financier avec ses livres. Et il est prisonnier de gens qui le manipulent totalement et qui lui dictent ses comportements. Moi, ça m'avait semblé un petit peu extravagant, puis j'ai le plus grand respect pour Fellini. J'ai oublié ça dans un coin de ma tête. Et après ça, j'ai vraiment vu comme il y avait quand même quelque chose de très puissant autour de lui qui tirait les ficelles. Écoutez, je pense qu'il y avait effectivement un groupe autour de lui. Il y avait notamment une femme qui était son lieutenant et qui était aussi son ambassadeur, qui était Florinda Donner, Régine Thal, dite Florinda Donner. La petite Florinda. La petite Florinda qui collectionnait, je crois, les grenouilles, enfin dont le totem était la grenouille. Mais cela dit, je pense que c'était quand même Castaneda qui prenait toutes les décisions. Et que Florinda Donner était certes... c'était celle qui pouvait éventuellement appeler de la part de Castaneda en disant il ne veut pas vous recevoir, en donnant l'impression qu'elle avait tout pouvoir. Et c'était quelque part une Castaneda au féminin. Enfin, il y avait quelque chose de... Elle était très proche de Castaneda d'une manière un peu différente des autres. D'ailleurs, elle poussait les femmes à coucher avec Carlos Castaneda. Elle était celle qui allait, tout en étant elle-même dévastée par la jalousie. Elle avait ce rôle ambigu. Elle était très ambiguë. Et elle était plus loin puisqu'elle a publié elle-même, Florinda Donner, des livres dont on a découvert que ces livres aussi étaient peut-être de faux témoignages, enfin, ou de faux documents anthropologiques. Donc, si vous voulez, elle a, elle aussi, poursuivi cette chimère, si vous voulez. Donc, il y avait autour de Carlos Castaneda un groupe, mais si vous voulez, c'est normal. Il a commencé par être un auteur à succès, un succès phénoménal. En même temps, il y avait des gens qui convergeaient autour de lui. C'était un Américain, après tout, donc il a, Américain du Pérou, mais enfin, vivant aux États-Unis. Donc, il a, comment dirais-je, pensais qu'il était intéressant de faire fructifier ce capital. Donc, il a créé des sociétés. On était dans une logique très capitaliste. Enfin, c'était un maniaque du testament, d'ailleurs. Vous l'avez établi, d'ailleurs, c'est très drôle. C'était un maniaque du testament. Mais il y avait un problème d'héritage derrière tout ça. Tout ça, il y a une histoire très compliquée d'héritage, finalement. Et donc, il a effectivement déshérité ses enfants. Il a fait hériter toutes ses femmes par des comment dirais-je, des testaments successifs en fonction des femmes qui étaient en grâce ou qui n'étaient pas en grâce. C'est-à-dire que quand une femme n'était plus en grâce, elle sortait du testament. Enfin, si elle était en grâce, elle rentrait à nouveau dans le testament, etc. Et puis surtout, effectivement, il fallait bien des gérants pour ces sociétés. Et donc, il y a eu effectivement des femmes comme Florinda Donner et d'autres qui ont accepté d'occuper des postes administratifs d'une certaine façon. Mais enfin, il faudrait pas non plus exagérer. C'était quand même de l'ordre de la PME. Et je crois vraiment que Carlos Castaneda était de toute façon le Howard Hughes de son empire. Oui. De son empire. Bien, on va faire une petite pause, on va découvrir la voix, parce qu'il avait aussi un timbre particulier. Carlos Castaneda en interview, ça dure 2 minutes. Okay, maybe you would like to ask me something that you want to know. The way I got to know was very, it's a very fortuitous type of affair. I was not interested in finding what he knew, because I didn't know what he knew. I was interested in collecting plants. And I met him in Arizona. There was an old man that lived somewhere around there in the hills that knew a great deal about plants. And that was my interest, to collect information on plants. And we went, one day, this friend and myself, we went to look for him. And we were misguided by the Yuma Indians. And we wound up in the hills and never found the old man. And it was later on, when I was at the end of this first trip that I made to Arizona, at the end of the summer, and I was ready to go back to Los Angeles, that I was waiting in the bus stop and the old man walked in. And that's how I met him. I talked to him for about a year. I used to go and visit him. Periodically I visited him because I like him. He's very friendly, very consistent. It's very nice to be around him. He has a great sense of humor. And I like him very much. Voilà, et là il parle de Don Juan. On entend le mythomane
raconter. Alors il faut dire peut-être ce que c'est que cet Don Juan entretien. existe. Oui, il parle de Don Juan. Qu'il l'aime beaucoup et il raconte comment il l'a rencontré. C'est fabuleux. Oui, c'est formidable. Il l'a rencontré, dit-il, en 1961 dans une gare de bus d'Arizona. Mais ce qu'il faut dire un mot sur ce document, parce que c'est évidemment rarissime d'avoir la voix de Carlos Castaneda. Bravo Didier Deplège, bravo Radio Ici et Maintenant, parce que c'est vraiment intéressant de l'entendre. Et ça, c'était une cassette que Carlos Castaneda avait enregistrée en 1968 ou 69, je ne sais plus, quand son premier livre est sorti, et c'est un entretien qu'il avait accordé à une fille de la maison d'édition, et en fait ça lui évitait de donner des interviews, c'est-à-dire que lorsque on demandait un interview de Carlos Castaneda, la maison d'édition envoyait cette cassette où il y avait donc un discours, un texte, une parole de Carlos, qui était une parole en quelque sorte visée, revisée et révisée. Et donc c'est là qu'effectivement que Carlos parle de Don Juan. Alors sur Don Juan, ce qui est assez extraordinaire, c'est que en fait c'est un personnage qui a une vie étrange, Don Juan, parce que donc Carlos dit qu'il le rencontre en 1961. Et puis, et dans le premier livre, il dit Don Juan était un digne représentant de la nation Yaqui, donc cette tribu indienne qui se situe au Mexique et qui sont les Yaquis. Or, il y a évidemment des critiques qui sont formulées. Il y a notamment un anthropologue, je crois que c'est Holland Spicer, qui est spécialiste de la nation Yaqui, qui dit écoutez, moi je veux bien que ce Don Juan soit un Yaqui, mais il n'a aucun trait spécifiquement Yaqui, et en plus les Yaquis ne prennent pas les champignons et les graines de cactus que Carlos Castaneda prétend avoir pris avec lui. Au contraire des 8 cols. Au contraire des 8 cols. Se serait-il trompé de tribu? Absolument. Donc ça, on en parlera après. Et là-dessus, Carlos Castaneda se défend très habilement en disant mais vous savez, Don Juan est un produit du monde moderne, c'est-à-dire que Don Juan c'était un Indien Yaqui qui a été chassé par l'histoire, qui ne vit plus dans sa tribu et qui est un nomade. Et donc les Indiens aujourd'hui ont perdu leurs racines, sont des errants, et Don Juan est un homme des banlieues, est un homme finalement. C'était assez beau comme image finalement. Assez poétique en tout cas. Et donc il explique ça comme ça. Et puis ensuite il évolue. Et c'est-à-dire qu'à partir de après, donc ce qui se passe, c'est qu'en 1974, avec Histoire de pouvoir, il tue Don Juan. C'est-à-dire qu'à la fin d'Histoire de pouvoir, Don Juan saute d'une falaise symboliquement avec Don Gennaro, qui est un autre maître indien, et les deux hommes disparaissent. Alors c'est une mort initiatique, c'est une mort pour mieux renaître, mais enfin, en tout cas, Don Juan disparaît. À partir de là, Carlos explique que Don Juan s'inscrit, et là c'est tout à fait nouveau, dans une filiation de sorciers, une filiation secrète qui remonte pour lui à l'empire toltèque. Donc là, on entre là, à mon avis, si vous voulez, on quitte l'explication historique pour entrer dans le mythe. Donc à partir de là, on invente à Don Juan, non plus, il n'est plus un nomade, un urbain, il est un personnage qui se relie à une lignée un peu secrète, comme on dirait aujourd'hui des Rosicruciens, qu'ils sont les descendants des Égyptiens, si vous voulez. C'est un peu la même idée, si vous voulez. Et donc Don Juan est présenté comme cela, jusqu'à sa mort. Et alors le paradoxe et la drôlerie et l'humour de Carlos Castaneda, c'est que Don Juan a dit que Carlos Castaneda était mort, mais lorsqu'il rencontre Muktananda en 1974, quelques mois plus tard, Muktananda lui demande « Est-ce que Don Juan est vivant ?» Et Carlos lui répond « Ah oui, bien sûr qu'il est vivant !» Et donc plus tard, il est mort, et 3 livres plus tard, Don Juan revient, et puis Don Juan repart, et puis Don Juan revient, il repart. En tout cas, évidemment, il n'y a aucune espèce de tombeau de Don Juan, et je crois que c'est dommage. D'ailleurs, il faudrait un jour lui faire une stèle. À ce propos de la rencontre avec Muktananda, Carlos Castaneda dit oui, Don Juan adore voyager, mais en fait, il ne quitte jamais le Mexique. Voilà, il ne voyage qu'au Mexique. Mais on ne peut pas lui rendre visite. On ne peut jamais lui rendre visite. Mais vous savez, il y a d'ailleurs une équipe de Time Magazine qui fait poireauter pendant des jours et des jours, qu'il trimballe en voiture à travers l'Arizona, à des points de rendez-vous avec Don Juan, où Don Juan n'est jamais. Et le photographe, Eddie Adams, n'en peut plus, il rentre à Los Angeles en disant décidément impossible de voir Don Juan. Évidemment, impossible de voir Don Juan. Et pour cause. Marie-Thérèse de Brosse. Mais là, il y a encore une autre de piste à suivre, parce que même les références historiques dans Castaneda sont piégées. Il a fait fantasmer toute l'Amérique avec ces fameux Toltecs. Bon, les Toltecs, on sait ce que c'est. Ils sont arrivés, ils sont installés jusqu'au Xe siècle au nord de Mexico, c'est-à-dire 5 siècles avant les Aztèques. Bon, pour nous qui connaissons un petit peu l'archéologie et l'histoire, les Toltecs, ça représente quelque chose. Mais quand Castaneda dit de quelqu'un que c'est un Toltec, il ne se réfère absolument pas aux Toltecs. Non.
Il faut quand même préciser ça. Oui, il donne au mot Toltec une acception nouvelle. Enfin, c'est comme il dirait, c'est un Atlante. D'ailleurs, il fait même référence dans un de ses derniers livres à l'Atlantide, en disant la lignée des sorciers Toltec provient de l'Atlantide. Donc là, on est dans... Alors là, pardonnez-moi pour ceux qui sont des fans de Carlos Castaneda, mais là, on est dans la sous-culture. C'est-à-dire que là, on était avec un homme qui lisait Husserl, les Saint-Jean de la Croix, on était avec un homme qui lisait Aldous Huxley à la Watts, et là, on est avec quelqu'un qui maintenant nous sort une spiritualité un peu de bazar, si vous voulez, c'est-à-dire un peu facile. Il fait du New Age, oui, voilà. Mais je crois que la grande référence intellectuelle de Carlos, c'est pas du tout ni Husserl, quoiqu'il a beaucoup travaillé sur la perception, la phénoménologie, ouais. Surtout. Bon, ouais. Mais c'est Garfinkel. Et moi, je regrette parce que Harold Garfinkel n'est pas connu en France. Pour moi, c'est un mouvement philosophique excessivement important qu'on appelle le constructivisme, que je pense que vous avez dû étudier. Enfin, je connais pas votre cursus universitaire. Mais selon Garfinkel, et là, tout l'empire de Castaneda est fondé là-dessus. La réalité n'est pas ce qu'on croit. Ce qu'on appelle la réalité, c'est le fruit d'un consensus. Et dès qu'on commence à réfléchir sur cette notion de constructivisme, moi je sais que j'ai lu Castaneda avant de connaître Garfinkel. Mais il m'a fait avancer de façon extraordinaire, en mettant en doute effectivement le réel. Et de façon peut-être même plus intelligente encore que Berkeley et tous ces gens. Alors en même temps, Castaneda déplace la problématique parce que Castaneda ne met pas en cause le réel, mais sa perception. C'est-à-dire que ce que dit Don Juan, c'est le réel, il est là devant vous, mais avec nos sens, finalement, nous n'en voyons qu'une toute petite partie. Et ce que propose Castaneda au terme du voyage initiatique, c'est d'aller vers une réalité accrue, d'aller vers une réalité dégagée des sens, d'aller au-delà des sens vers une autre réalité. Donc on est là dans un léger déplacement de problématique, mais qui rejoint Husserl. C'est-à-dire que pour Husserl, c'est ça, c'est la phénoménologie. Il s'agit de faire apparaître la réalité sous d'autres angles, à une autre lumière, au soleil jaunissant de la fin d'après-midi, le crépuscule, la brèche entre les mondes. Et à partir d'où percevons-nous? C'est ça qui est très extraordinaire. Et alors là, il y a toutes sortes de sous-petits maîtres maintenant qui font du Castaneda, en veux-tu, en voilà, avec des petits stages et des publications à mourir de rire. La notion de point d'assemblage, dont il faudrait peut-être que vous parliez. Ça, c'est très particulier. C'est l'idée que la personnalité est un point d'assemblage. C'est-à-dire que l'ego, l'être humain, est un assemblage, en fin de compte. Et que si on déplace le point de l'assemblage, à ce moment-là, les perspectives s'abolissent et deviennent différentes. C'est une très belle image de décrire l'homme comme un point d'assemblage. Disons, je déplace le point d'assemblage, et à ce moment-là, je vais percevoir une autre réalité. Mais c'est ça qui est formidable. Et ça rejoint complètement la philosophie grecque. Cette idée que la réalité elle-même peut être perçue d'une autre façon, qu'on peut aller justement vers un autre regard. Ce que dit Martin Heidegger, faire pivoter le regard de l'étant vers l'être. Désolé pour les auditeurs qui ne sont pas des philosophes, mais en gros c'est ça qui est très très important. Et c'est d'aller vers et ce que dit aussi Hölderlin, c'est-à-dire l'idée que la poésie, ce n'est pas comment dirais-je une enluminure, c'est pas quelque chose qui enjolive. La poésie vous permet d'accéder à une réalité plus forte, plus réelle, plus puissante que la simple prose et que le regard banal qu'on porte sur les êtres et les choses. Et ça, c'est extrêmement important. Et tout est là chez Carlos Castaneda, ce regard porté sur le monde et cette idée que nos sens, ce que nous disent nos yeux, ce que nous disent nos oreilles, n'est rien. Et que, justement, le peyote, les drogues, si Don Juan a demandé à Carlos de les prendre, c'était justement pour lui ouvrir une porte, pour lui permettre d'accéder à une autre réalité. Et pourquoi il dit à Carlos de faire ça? Parce que, Carlos, tu es bouché. C'est-à-dire que quelqu'un de plus brillant que toi, quelqu'un de plus intelligent, n'aurait pas besoin de prendre du peyote. Mais toi, comme tu es un peu idiot, tu as besoin de peyote pour accéder à cette autre réalité. C'est un accélérateur, finalement. C'est un accélérateur, oui. Alors, on va écouter un autre extrait. Cette fois-ci, c'est un acteur américain, au nom d'ailleurs assez amusant dans ce contexte, Peter Coyote, qui lit un fragment de ce premier livre, L'herbe du diable et la petite fumée. Le voici. That was the occasion when the teachings began. I had seen him several times previously in the capacity of an observer only. At every opportunity I had asked him to teach me about peyote. He ignored my request every time, but he never completely dismissed the subject, and I interpreted his hesitancy as a possibility that he might be inclined to talk about his knowledge with more coaxing. In this particular session, he made it obvious to me that he might consider my request, provided I possessed clarity of mind and purpose in reference to what I had asked him. Would you teach me about peyote, Don Juan? Why would you like to undertake such learning? I really would like to know about it.
is not just to want to know a good reason. No. You must search in your heart and find out why a young man like you wants to undertake such a task of learning. Voilà, vous devez chercher dans votre propre cœur pourquoi vous iriez vous lancer sur un chemin pareil. C'est donc un extrait d'une lecture par Peter Goethe, mais c'est comme un peu ces livres audio que l'on fournit aux non-voyants. Alors si vous permettez Didier, parce que vous avez fait un joke qui est peut-être passé au-dessus de la tête de nos auditeurs, Peter Coyote, voilà. Oui. Il faut quand même savoir que dans ces livres, Castaneda racontait toutes sortes d'aventures magiques qu'il vivait grâce à Don Juan, et au cours de ces aventures magiques, notamment, il parlait avec un coyote. Et c'est une scène qui une scène clé pour nous autres, les vieux castanédiens. Ah mais il y a plein de références codées. Par exemple, il y a une référence qui est très très drôle, c'est que l'ennemi juré de Don Juan dans son initiation, c'est une femme très négative qui n'arrête pas de se mettre en travers de sa route, qui s'appelle la Catalina. Et la clé de la Catalina, et quand il rencontre Timothy Leary au tout début des années 60, Timothy Leary, donc ça se passe très très mal, il se fait rejeter par Timothy Leary, il faut dire qu'il lui ment, il lui raconte des bobards, etc. Et il le prend pour Alpert. Voilà, il le prend pour Richard Alpert et lui dit moi aussi je suis juif, enfin il se plante, en mentant, enfin il fait vraiment, il est nul, et en fait l'hôtel où habite la propriété où habite Timothy Leary, c'est la Catalina. Donc si vous voulez, il y a là peut-être quelque chose. Alors là il faut quand même rentrer dans l'histoire de Véronique Skawinska là, qui est quand même assez extraordinaire. Alors, l'a-t-elle vraiment rencontrée? Alors Véronique Skawinska est une femme française qui a publié un livre dans les années 80 qui s'appelle Ma rencontre avec Carlos Castaneda. Ça s'appelle Rendez-vous sorcier avec Carlos Castaneda, dans lequel elle raconte qu'elle aurait réussi à rencontrer Castaneda. Donc évidemment, moi j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt, et bon, c'est vrai que j'ai je ne sais pas si peut-être le livre est vrai, mais enfin disons que il y a un certain nombre d'éléments dans le livre qui font que personnellement, je ne suis pas sûr, pour résumer, qu'elle ait rencontré réellement Carlos Castaneda. C'est-à-dire qu'elle ait rencontré quelqu'un, c'est probable, mais que ce soit Carlos Castaneda, ce n'est pas sûr, parce que Carlos Castaneda avait l'habitude, lorsque quelqu'un essayait de l'approcher, d'envoyer un ambassadeur, quelqu'un pour tâter le terrain, un mec de son groupe. Et il y a un élément dans le témoignage de Véronique Skawinska qui est un petit peu qui me laisse un peu dubitatif, si vous voulez, c'est le fait que quand elle raconte son entretien, c'est très très intéressant, et elle dit Carlos Castaneda s'exprime en un anglais parfait sans le moindre accent. Or, d'après ce que j'ai pu savoir, notamment d'après le témoignage très drôle que m'en a fait Amy Wallace, il avait un accent sud-américain quand même hispanique très très prononcé, et d'ailleurs il émaillait ses phrases de cette expression un peu vulgaire qui est carajo, c'est-à-dire qui veut dire bite, je crois, et c'est vrai que bon, c'était donc quelqu'un qui était vraiment pour le moins qui parle en plus un anglais assez rocailleux, quoi. Donc dire qu'il parlait un anglais parfait, disons que ça m'a un petit peu fait douter, voilà. Oui, ça m'a beaucoup amusé que vous releviez ce problème, parce que moi je connais Véronique Skawinska, et quand dans son livre je vois qu'elle dit, et elle me le dit d'ailleurs, qu'il parle très bien anglais. Moi, j'ai quand même passé 6 semaines à côté de lui. Il parlait un anglais qui était... heureusement, il parlait souvent espagnol, parce qu'il avait quand même un accent très fort, émaillé de jurons, de mots orduriers, quelque chose d'hallucinant. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est l'histoire de Catalina. C'est pour ça que j'y revenais. Oui. Pourquoi est-ce que Véronique Skawinska est partie voir Castaneda? C'est parce qu'il y a une femme, une kabbaliste, qui s'appelle Dominique Aubier, qui se fait appeler MLL, parce que le véritable nom de Dominique Aubier, c'est Marie-Louise Labiste. Ah, d'accord. M, Marie, L, Louise, L, Labiste. MLL. Et Véronique Skawinska écrit ça, ML, A-I-M-E-L, L, H-E-2-L-E. Dominique Aubier est persuadée qu'elle est la Catalina. Ah. Elle dit donc, c'est moi qui ai l'enseignement, le véritable enseignement de Don Juan, auquel Carlos Castaneda n'a rien compris, et c'est moi qui vais le faire connaître en France et dans toute l'Europe, parce que l'heure est venue. Donc, il faut que vous alliez, et elle dit à Véronique, allez voir Castaneda, dites-lui que je suis là et transmettez-lui le message. Or, le livre est extraordinaire parce que Véronique raconte que elle ne peut pas rencontrer Castaneda parce qu'elle se heurte à une fin de non-se-voir, même lorsqu'elle téléphone à son attaché de presse, ses éditeurs, etc. On ne pouvait pas rencontrer Castaneda. Et qu'elle suit des signes en décryptant la plaque minéralogique d'un camion, une publicité, etc. Et elle arrive jusqu'à Castaneda. Enfin, le type qui se fait passer pour Castaneda. Moi, je suis également convaincu, comme vous,
que ce n'est pas Castaneda. De toute façon, Castaneda, il a un signe distinctif, physique. C'est une sorte de verrue, demandez à Aimé Vallas, près de la racine du sourcil gauche. Bon. Et qui est très, très visible. C'est le sosie de Guy Bedos. Pas la même implantation de chevaux. Ah, moi, c'était hallucinant. Il est plus petit encore que Guy Bedos. C'est un, bon. Mais enfin, physiquement, c'est quand même un être qui existe. Il est plus brun aussi. Moi, quand j'ai vu, il était quand même plus sel que poivre, hein. Et, de peau, je veux dire. Ah, de peau, oui, brun. Bah oui, enfin, de toute façon, vivant à Los Angeles, on prend quand même un petit peu le soleil de temps en temps. Et le but était donc de dire à Carlos Castaneda, la vraie disciple de Don Juan est là, c'est MLL, etc. Et Véronique Skavinska n'a jamais pu faire passer le message, elle a été fort dépitée d'ailleurs, et elle est revenue en me disant, oh, Castaneda n'a effectivement rien compris au message de Don Juan, donc c'est MLL qui va pouvoir le transmettre. Il n'est préoccupé que par une seule chose, c'est sa mort. Va-t-il être capable de disparaître avec ce saut dans le vide, comme Don Juan, c'est-à-dire partir en pleine conscience sans laisser son corps. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et alors, pour continuer dans ce que vous dites, lorsque j'ai fait mes recherches sur Carlos Castaneda, il n'y a pas très longtemps, j'allais aussi sur Internet, regarder sur les sites, je suis tombé sur un site d'une certaine Dominique Aubier. Eh ben voilà, Dominique Aubier. Donc je comprends tout, qui dit « J'ai rencontré Carlos Castaneda ». Alors donc je me suis dit, mais alors là... J'ai rencontré... Ah, c'est pas vrai. Ouais, non, elle ne bouge jamais de la Carlos France. Castaneda, donc je ne savais plus. Je me suis dit, est-ce que c'est Véronique Aubier et de Véronique Skavinska? Oui, j'étais dans dans des interrogations sans fond, et donc vous répondez à ma question. Mais, donc là, c'est assez étonnant, c'est assez intéressant. Il faudrait peut-être effectivement en savoir plus sur l'enseignement de Dominique Aubier. C'est peut-être très intéressant. Je ne connais pas. Moi, j'ai lu le livre de Véronique Skavinska. Sur Castaneda, je suis effectivement très, très dubitatif. Et puis sur la Catalina, moi, je vous renverrai à l'hôtel Catalina de Timothy Leary dans les années 60. Réfugié au Mexique, oui. Lorsqu'il était réfugié au Mexique, après avoir été pourchassé par les autorités américaines avec ses disciples, il avait monté un hôtel psychédélique au bord de la mer. Avant de rejoindre Millbrook. Avant de rejoindre Millbrook, effectivement, grâce au denier d'un riche adepte. Et donc voilà. Bon, j'ai l'impression que pour les auditeurs, je regrette qu'il nous reste à peu près une demi-heure seulement d'intervention de Marie-Thérèse de Brosse et Christophe Bourseguier. Je crains que les auditeurs se trouvent extrêmement déçus que nous soyons en train de tirer le tapis sur une arnaque littéraire du siècle. Oui, arnaque, mais... Alors qu'ils vont trouver au fil de cette émission, en échange toutefois, une certaine forme de récompense. Oui, parce que vous savez, je dirais, le paradoxe de Carlos Castaneda, c'est un grand menteur, quelqu'un qui n'a pas rencontré Don Juan n'a pas existé, mais un grand poète. Et vous savez, ce que j'écris dans mon bouquin, c'est « La poésie ne ment pas ». Et moi, je reste persuadé que l'œuvre de Carlos Castaneda est une œuvre fondamentale, et j'ai voulu aussi essayer de faire découvrir cette œuvre à des gens qui ne le connaissaient pas, mais peut-être que j'ai voulu aussi, quelque part par un rêve un peu messianique, le débarrasser de cette gangue de pseudo-religiosité qui l'entourait pour revenir à la réalité, pour revenir à la poésie, pour revenir à la création et à ce personnage dont je me sens effectivement proche, parce que quand on fait la biographie d'un homme, on devient un peu son frère, c'est-à-dire qu'on chemine à ses côtés. Vous savez, il y a eu un voyage que j'ai fait qui était un voyage au cœur de l'hiver où j'ai été m'asseoir tout seul dans les lieux où il avait été. Je suis allé dans les restaurants où il allait manger. Je commandais les plats qu'il commandait. Je suis allé errer comme un voleur. Il mangeait de la viande alors qu'il interdisait qu'on mange de la viande. Et des frites. Il interdisait qu'on prenne du café, qu'on fume, qu'on prenne du thé, qu'on prenne du sucre. Il interdisait toute relation sexuelle. Alors que lui, il était quand même très porté sur la chose. Et pour l'avoir monté, en somme, des harems légaux, certaines pour certaines de ses disciples, c'était des harems, mais c'est vrai qu'il y avait des je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de femmes. Oui, il avait un droit de cuissage. Un coup de fil et elle venait, quoi. Enfin. Après avoir pris un bain fumé au romarin. Il aimait la Provence, peut-être. Dans l'accouplement, il avait ce site particulier que sa semence montait jusqu'au cerveau. Donc, comme vous savez, c'était un grand baratineur. Là, nous atteignons le grand baratineur et qui avait expliqué à ses amantes, pour les séduire, que son sperme avait été un sperme magique qui allait directement au cerveau. Et que donc, lorsqu'on faisait l'amour avec Carlos Castaneda, on devenait automatiquement une guerrière. Et une sorcière. Voilà. Et une sorcière, voilà.
Ouais. Il y a comme ça pas mal de sorcières aujourd'hui qui, heureusement pour certaines d'entre elles, acceptent de répondre aux questions d'un étrange Français venu d'ailleurs qui débarque dans la Cité des Anges pour poser des questions sur Carlos Castaneda. Alors toutefois, ça tournait assez mal vers les années 95 lorsque Marie-Thérèse de Brosse, vous êtes allé le rencontrer. J'apprends que vous avez passé 6 semaines, c'est pas rien, et ça avait à ce moment-là toutes les allures d'une secte. Mais c'est-à-dire, moi j'ai été totalement déstabilisée partout, parce que j'étais pas du tout censée rencontrer Carlos Castaneda. J'allais faire un stage de tenségrité, dont on avait parlé, bon, très bien. Il faut expliquer ce qu'est la tenségrité, peut-être. Ah oui, alors parce en que... 2 mots. Le grand fond de commerce, quand même, de Carlos, c'est qu'il faut réveiller les gens en leur apprenant des techniques. Il ne faut pas lire, disait-il, et je vais vous apprendre les passes magiques des Toltecs, qui vont faire de vous des guerriers apprentis, des guerriers accomplis, impeccables, etc. Ça, donc, c'est à la fin de sa vie, il faut dire, c'est à partir de 91. Mais il y a toutes sortes de choses qui apparaissent à la fin de sa vie dont on n'a jamais entendu parler avant pour les lecteurs. Par exemple, moi, j'étais environnée de gens qui vivaient dans la crainte des flyers. Est-ce que vous avez entendu parler des flyers dans l'œuvre écrite de Castaneda? Non. Bon, ce sont ces êtres inorganiques qui sont là pour nous dévorer. Alors à la fin, ici dans un livre, je crois qu'il y a une référence assez vague. À la toute fin, dans un des derniers livres. Tout à fait à la fin. Donc, et pour bien persuader les adeptes que les flyers sont là, on avait montré une photo tout à fait extraordinaire. Moi, je compare ça à ces photos que prenait Constable avec Reich. Quand Reich allait dans le désert avec son Cloudbuster pour traquer des ovnis, Reich disait que les ovnis avaient le carburant des ovnis avait des résidus excessivement toxiques qui allaient désertifier la planète, etc., qu'il appelait le dor. Et on a pris des photos de ce dor, une espèce de nuages très étranges, comme des grands microbes avec des pseudopodes qui s'étirent. Bon. Et Carlos Castaneda avait fait passer une photo prise au-dessus de la pyramide de Teotihuacan, si j'ai bonne mémoire, où on voyait cette espèce de caca d'ovni, donc ce dor, qui disait, ça c'est un flyer, c'est ce qui va nous dévorer, ce qui va tous vous dévorer, ne laissant de vous que des poulets stupides, d'ailleurs, vous ne valez pas mieux que ça. Bon. Qu'est-ce que vous vouliez précisément que je dise, Didier? Ça prenait toutes les allures d'une secte. Ah oui, ça avait toutes les allures d'une secte, parce que, d'abord, il y avait l'embrigadement, il n'y avait aucune liberté, seul le maître est grand, tout le reste n'existe pas. Un fanatisme dans l'obéissance hallucinant, parce qu'on voyait des gens qui étaient là avec leur petit ami, leur boyfriend, etc. On leur disait interdiction de la moindre activité sexuelle, il faut rompre, bon, très bien. Oui, les couples se déchiraient par obéissance totale. Et ces gens, dont certains avaient quand même un certain niveau intellectuel, parce qu'il y avait quand même pas mal d'informaticiens de la Silicon Valley qui étaient autour de moi, des gens dont on pensait qu'ils avaient fait des études, qui maîtrisaient un certain nombre de connaissances, finissaient par se poser des questions infantiles. Quand Carlos parlait, il n'était pas censé parler, il n'était pas censé paraître à ce séminaire. C'était simplement ces adeptes, les Chacmol, qui enseignaient la tenségrité. Nous sommes là dans un contexte purement californien, très chic, des filles superbes, parce que tout l'entourage féminin de Carlos, ce sont des très belles filles. Même type en général, avec des cheveux très courts. Hein. Vous avez bien étudié le problème de ces relations avec la chevelure. C'était des filles un petit peu androgynes, avec des cheveux très courts, et d'ailleurs souvent il aimait beaucoup leur couper les cheveux, et la coupe de cheveux était souvent le prétexte à une visite amoureuse, c'est-à-dire allô, c'est Carlos, je vais venir te couper les cheveux. Et donc voilà. C'était un message codé. Oui. Alors ces gens dont on pourrait penser qu'ils sont dans une quête spirituelle, même si c'est pas exactement spirituel, ils veulent venir des guerriers impeccables, etc. Vous apercevez qu'ils sont dans la super société de consommation. Le dernier gadget à la mode, la dernière tenue d'aérobic, le dernier bijou, le dernier maquillage, etc. C'est déjà un peu surprenant. Donc, tous les jours, vous aviez les prêtresses, les Chacmol, qui arrivaient tous les jours dans des tenues différentes, toujours somptueuses, très chic. Et alors qu'elles étaient en train d'enseigner donc ces mouvements de tenségrité qui vous permettent donc de devenir ces guerriers toltecs,
Un jour est arrivé Carlos Castaneda. Visiblement, c'était pas prévu, c'était pas possible. On peut pas manipuler 10 000 personnes comme ça. Que tout le monde se plie à la comédie, non, c'était sincère. Tout le monde a semblé très déstabilisé de voir Castaneda, qui visiblement, et ça vous le laissez entendre dans votre livre, Christophe, visiblement s'embête dans la vie. À force de se retirer, de ne plus il avoir s'ennuie dans sa tour d'ivoire. Oui, il s'ennuie, mais il meurt d'envie d'avoir un contact. Il arrive, et là, une ovation à mourir. Et alors, au lieu de dire très bien, je vais assister, il dit non, c'est moi qui vais vous donner la scène de toute la leçon. De toute façon, Killy ou Neri, je sais plus laquelle, n'a rien compris, elle vous enseigne mal. Et il reprend tous les exercices en disant, ne croyez rien de ce qu'on vous a appris. C'est à côté, c'est loupé, elles n'ont rien compris. Ces gens avaient payé une petite fortune pour faire une sorte de aérobic magique à la sauce Toltec. Arrive le grand mec qui dit, mais non, vous avez perdu votre temps, vous n'avez appris que des rien du tout. Tout ça, c'était quand même assez extraordinaire comme spectacle. Alors il faut dire, là, on va peut-être se mettre à dos des gens, mais c'est vrai que moi, quand je suis assez sceptique sur ces passes magiques de Tenségrité, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit Don Juan, lorsqu'on lit les livres de Carlos Castaneda, on n'a pas l'impression que Don Juan enseigne à Carlos Castaneda une gestuelle, effectivement, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, entre arts martiaux, tai chi chuan, aérobique, enfin c'est difficile à définir. On n'a pas cette impression-là. On a l'impression que c'est une relation beaucoup plus spirituelle. Et à partir des années 90, Carlos Castaneda publie un livre qui s'appelle Les Passes Magiques, et à partir de là, il explique que finalement, Don Juan lui avait enseigné une gestuelle, et que n'importe qui, pour peu qu'il paye, peut répéter la gestuelle de Don Juan, et que donc l'épicière d'à côté va devenir une guerrière Toltec si elle répète la gestuelle de Don Juan en achetant la cassette. Donc voilà, donc la cassette coûte $20, et pour $20, je peux devenir un guerrier Toltec. Donc c'est vrai que ces gestes de la tenségrité, qui sont des gestes étranges, qui sont des gestes assez paradoxaux, et quand on connaît l'humour de Carlos Castaneda, on peut se poser des questions sur ces gestes de la tenségrité. Il y avait ça chez Gurdjieff aussi. Mais Christophe Boursier, vous éclairez un peu la naissance de la tenségrité en révélant que Castaneda et ses proches suivaient des cours de kung-fu depuis des années, depuis très longtemps. Depuis les et années Florinda 70. avait été ceinture noire de je sais pas quoi. Oui, depuis les années 70, il travaillait avec un garçon qui s'appelait Howard Lee, je crois, si je me rappelle bien, enfin, qui était un célèbre professeur de kung-fu, d'arts martiaux de Santa Monica. Donc c'était, c'était. Donc c'est vrai que cette gestuelle, elle puise dans un certain nombre de traditions. D'un autre côté, moi j'ai rencontré des adeptes de la tenségrité en Californie et à Paris d'ailleurs, qui m'ont dit que pour eux, il y avait une vérité énergétique, et que pour eux, c'était une gestuelle qui les menait vraiment vers une autre réalité. Donc, après tout, vous savez, chacun doit midi à sa porte, soyons tolérants. Moi, personnellement, je n'ai pas pratiqué la tenségrité, où j'ai essayé de répéter quelques gestes par curiosité, mais enfin bon, ce que j'ai vu ne m'a pas convaincu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. En revanche, on peut se demander pourquoi un homme qui est un grand écrivain éprouve le besoin en 1991, tout à coup, de se lancer dans des séminaires de tenségrité à travers l'Amérique. Alors, c'est Amy Wallace qui m'a donné une réponse, c'est-à-dire d'une part, Carlos s'ennuyait énormément dans la vie. D'autre part, Carlos avait besoin sans cesse de faire une crise par jour. Il avait besoin d'inventer les choses, il avait besoin de partir dans des projets fous. Et c'est vrai aussi que c'est un peu l'homme de la respiration. Il y a l'occultation, la désoccultation, la réoccultation, etc. Et en 91, il y a une espèce de désoccultation massive, mais un peu meurtrière, parce que le Carlos Castaneda qui apparaît, c'est un Carlos Castaneda, comme vous le disiez, Marie-Thérèse de Brosse, qui ça ressemble un peu à une secte, même si ça n'en est pas tout à fait une. Il y a quand même des traits sectaires. Il y a quelque chose d'un peu, en plus il y a une espèce de merchandising de la spiritualité qu'on n'attendait pas, avec les t-shirts vendus avec les slogans publicitaires, avec des t-shirts, avec des cassettes vidéo. Ça fait de la peine quand on a aimé tellement l'œuvre de Castaneda, ça on se sent meurtri. Et on a envie d'écrire un livre pour dire Carlos Castaneda, ce n'était pas ça, c'était autre chose avant, et ça reste autre chose. C'est un peu ça. Oui, mais ça prend une tournure dramatique à partir de 97, lorsque la mort s'approche. Elle arrive très brutalement. Vous révélez que l'équipe, le cercle rapproché, achète des armes et se documente sur la navigation. Oui.
Vous savez, pour une raison très simple, c'est que parce que vous savez, il y a c'est assez complexe le groupe de la Tenségrité. Il y a des milliers d'adeptes dans le monde entier. À ce moment-là, il y a 7000 adeptes à peu près. Mais il y a un tout petit groupe intérieur. Il y a le cercle intérieur, ce qu'on appelle le groupe du dimanche, des gens qui se réunissent tous les dimanches et puis même après tous les soirs. Enfin bon, c'est un tout petit groupe où il y a donc toutes les femmes évidemment. Et ce petit groupe est bouleversé par la mort prochaine qui s'annonce de Castaneda, puisque son cancer est foudroyant. Et à ce moment-là, ils envisagent effectivement de le suivre dans la mort. Ils envisagent un suicide. Et c'est vrai que Carlos Castaneda ne fait rien pour les dissuader. Carlos Castaneda au début s'en fout. Ensuite, Carlos Castaneda en quelque sorte dicte ses conditions, dit qu'il faut que le groupe continue. Mais c'est vrai qu'il fait référence de façon très troublante dans les ultimes textes à triggering event, l'événement déclencheur. Trigger, c'est la gâchette. Et puis, est-ce qu'il s'agirait d'une épreuve de roulette russe, par exemple? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que l'idée, peut-être, enfin, j'en sais rien. De laisser au revolver, au hasard, décider de ceux qui partent. Non, c'est que ceux qui veulent peuvent partir. Vous savez, Richard Jennings m'a fait une confidence que j'ai trouvée très belle. Il m'a dit, vous savez, dans le blanc de l'œil, comme ça, en déjeunant, en mangeant des crevettes dans un restaurant de Los Angeles, il m'a dit, vous savez, quand Carlos Castaneda est mort, j'ai failli me tuer. Et je ne l'ai pas fait, parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de sentiment de survie, et au lieu de me tuer, j'ai essayé de réfléchir et de comprendre pourquoi je m'étais embringué là-dedans, et il m'a énormément aidé, parce qu'il est devenu un archiviste de l'histoire castanédienne. Il a un site formidable. Il a un site internet extraordinaire, sustain.org, qui est extraordinaire, et c'est quelqu'un de très intéressant, mais c'est vrai que il était très sincère dans ce qu'il disait, et il y en a d'autres qui ont eu ce geste-là, et qui ont probablement fait ça. Et ce qui est vrai, c'est que Carlos Castaneda, ce qui est vrai, c'est que Castaneda n'a rien fait pour les dissuader, puisqu'il y a même eu un moment où effectivement les filles ont été en Floride pour visiter des bateaux, parce que le projet collectif c'était que Carlos Castaneda monte sur un bateau et que tout le monde irait se couler au large dans les eaux internationales, couler le bateau. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Oui, ce qui s'est passé, c'est que le jour où Carlos Castaneda est mort, 4 femmes ont disparu de la surface de la Terre et qu'on a retrouvé les restes il y a quelques mois de l'une d'entre elles. Enfin, on pense que c'est elle parce qu'évidemment c'était des os dévorés par les coyotes et que c'est probablement Patricia Lee Partin qui a été retrouvée selon dans la vallée de la mort. Patricia Lee Partin, il faut savoir, c'est très bizarre. C'est le Blue Scout. Le Blue Scout, l'éclaireuse bleue. Alors, qui était soi-disant la fille, la fiancée, qui est apparue tard également dans l'œuvre de Castaneda. C'est-à-dire que Patricia Lee Partin apparaît dans la vie de Carlos Castaneda dès la fin des années 70 et elle est extrêmement jeune parce qu'elle était beaucoup plus jeune que Carlos Castaneda. Et elle terrifie le petit entourage. Moi, je l'ai senti alors. Elle était une sorte de princess. C'était une sorte de princesse, si vous voulez, vous savez, dans l'étrange cosmologie castanédienne. Enfin, elle jouait un rôle un peu particulier. Ce qui est vrai, c'est que c'est celle dont apparemment on aurait retrouvé aujourd'hui les restes. Alors en ce qui concerne Kylie Lundahl, Florinda Donner et d'autres, on ne sait pas en réalité, car elles ont disparu de la surface de la Terre à la mort de Carlos Castaneda. C'est très mystérieux. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont allées soigneusement débrancher leur ligne téléphonique, elles ont appelé l'EDF californienne pour couper l'électricité, et qu'il n'y a plus jamais eu aucun mouvement de carte bleue pour ces femmes, et qu'en outre, ce qui est beaucoup plus révélateur, elles ne sont pas allées toucher leur part de l'héritage considérable de Carlos Castaneda, puisqu'elles étaient les héritières. Donc ces femmes se sont retirées. Et donc là, c'est vrai que sur la vie de Carlos Castaneda, ça jette un froid, et que la vie de Castaneda s'achève dans quelque chose d'assez sordide, car si c'est vrai, ça voudrait dire qu'à sa mort, des femmes se sont tuées pour lui, et que finalement, ça se termine un peu comme dans une espèce d'apocalypse sectaire, d'une certaine façon, et ce serait un peu triste, effectivement. Carlos Castaneda revenait très souvent à la façon dont avait disparu Don Juan. Bon, il faut que vous vous rappeliez un petit peu. Dans l'histoire de pouvoir, en sautant d'une falaise, mais c'est une mort initiatique, bien sûr. Il n'était pas seul. Non. Don Juan saute dans le vide, et les corps ne sont jamais retrouvés. Mais Castaneda revient tout le temps dans cette possibilité qu'auront automatiquement les vrais guerriers impeccables de pouvoir faire ce saut et de partir en pleine conscience sans laisser le corps sur terre. Alors évidemment, moi j'avais été très frappé, comme tous les lecteurs, en découvrant la mort de Don Juan. Mais ce qui m'avait gêné, c'était la façon dont, à plusieurs reprises, Castaneda revenait sur cette seule façon noble de partir, qui serait la sienne, ce qui partirait comme Don Juan, et en disant bien qu'il partirait peut-être avec certains. Or, on a déjà vu des mouvements comme ça,
où il faut vous accompagner dans cette mort choisie très particulière. On l'a vu dans des cas malheureusement de massacres sectaires. Mais oui, alors moi je me rappelle que lorsque je m'étais décidé après presque 1 an et demi publier ce que j'avais vécu, je voulais pas parce que j'avais une telle admiration pour toutes mes lectures, mes découvertes. Il m'a apporté une richesse extraordinaire, cet homme. Profondeur de réflexion formidable. Quand j'ai vu ce que c'était en réalité, j'étais dans un tel état de conflit que j'ai pas osé publier. Puis finalement, je l'ai publié, et vous citez ce que j'ai publié, c'est-à-dire, j'étais épouvantée parce que je parlais avec des gens qui étaient avec moi. Vous avez pressenti ce qu'elle Et je le pressentais, mais tellement que c'est pour ça que pressenti la mort de Carlos et la mort des filles. Et c'est pour ça que je l'ai publié, parce que pour moi c'était évident, ça ne pouvait que basculer comme ça. Et oui, mort terrible. Difficile à... Alors, il ne s'agit pas de l'ordre du Temple solaire ni du Guyana, où les leaders ont assassiné les disciples, si l'on peut dire. Mais on a vu aussi, non, c'est pas ça. Avec Sirius, on a vu des morts, par contre, volontaires. Volontaires, bien sûr, volontaires. Bien sûr, non, mais ça, on sent. Il y avait eu effectivement dans cette période-là 2 tragédies très importantes. Il y avait eu l'affaire de l'ordre du Temple solaire, évidemment, et puis il y avait eu l'histoire de Heaven's Gate en Californie. Ça s'était pas encore produit quand j'ai publié. La mort de Carlos s'est inscrite entre après l'ordre du Temple solaire et Heaven's Gate, et Carlos Castaneda avait parlé de Heaven's Gate à ses disciples. Et c'est vrai que lui ne les a pas tués. Simplement, il est possible que certaines femmes, effectivement, aient choisi de le suivre dans la mort. Alors, selon Amy Wallace, il y a eu aussi des tentatives de suicide de ci, de là. Mais c'est une mort extrêmement mystérieuse, parce que n'oubliez pas que c'est une mort qui s'est produite, je crois, en avril 98, et qui n'a été révélée qu'au mois d'août, lorsque le fils de Castaneda, Carlton Jeremy, a été contacté par le notaire pour des problèmes de succession. Donc, Carlton Jeremy était un enfant donc que Carlos Castaneda avait eu bien des années auparavant dans des circonstances très particulières, en fait c'est autre chose, et qui avait été déshérité depuis belle lurette, et donc il y avait le problème il était le fils, évidemment il fallait le contacter, et c'est Carlton Jeremy qui a révélé à la presse que Castaneda était mort, mais le groupe ne le disait pas. Mais la chose qui est extraordinaire, moi j'ai appris la mort de Castaneda un jour en allant acheter Libération. Un article sur la mort de Castaneda avec une photo. Oui. Qui n'était pas Castaneda. Et je meurs de rire. Dans le livre d'ailleurs. Je vois une photo de petit comptable grassouillet, au visage mou, binoclard, etc. Photo très drôle. Qui n'a absolument rien à voir. Je lui dis, mais enfin, les journalistes de Libé sont fous. Ils auraient pu au moins avoir la curiosité. Mais il y avait la même photo dans le New York Times. Oui. Mais enfin, en France, ils auraient pu quand même m'appeler puisque j'avais quand même vécu avec lui. Est-ce que c'est lui? Non. Cette photo, le dernier coup de pied de l'âne. Une photo qui n'est pas la sienne. D'un personnage probablement décédé, car lui ne s'est jamais manifesté. Ah oui, personne n'a dit. Il y avait quand même, et dans le tout dernier livre de Carlos Castaneda, lié après sa mort, qui s'appelle Le Voyage définitif, Carlos Castaneda évoque un dialogue avec Don Juan, où Carlos Castaneda dit: le jour où je mourrai, j'aimerais que les autres partent avec moi, sautent de la falaise avec moi. Et donc il est écrit noir sur blanc dans ce tout dernier livre que Carlos Castaneda aimerait que ses amis, ses camarades de combat, si je puis dire, partent avec lui de l'autre côté, on the active side of infinity, du côté actif de l'infini, c'est-à-dire dans la mort. Alors, ce qui me frappe, entre autres, en vous lisant Christophe Boursaillet, c'est que ce mythomane patenté n'a pas attendu sa pseudo-rencontre avec Don Juan pour brouiller les pistes, mais qu'en fait, il montait depuis le début, bien avant d'arriver en Californie. Il racontait des histoires extraordinaires. Il y avait une histoire très belle qu'il racontait, c'était qu'il avait fui le Brésil, pour fuir une chinoise mangeuse d'opium, et que donc il était arrivé aux États-Unis avec tous les immigrants, parce qu'en plus c'est d'origine italienne, donc à Ellis Island, pas du tout ça est faux évidemment, avec tous les immigrants, et que là, pour gagner sa vie, il s'engage dans les forces spéciales des États-Unis, et il participe à des opérations secrètes. Et notamment une opération secrète, on ne sait pas où, dans un pays mystérieux, où il est pas forcément existant d'ailleurs. Sans doute pas existant, mais en tout cas, il est dans son camp le soir, et le camp est attaqué par les troupes adverses, qui tuent tous les membres des forces spéciales sauf lui, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde se fait tuer à coups de baïonnette, et lui-même se prend une baïonnette dans le ventre, mais survit miraculeusement à ce coup de baïonnette, et évacué par les Américains, et miraculeusement survit. Or, c'est vrai qu'il avait, paraît-il, je n'étais pas là pour vérifier, je n'ai pas vu torse nu, d'ailleurs je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est vrai qu'il avait une cicatrice, une petite cicatrice au ventre, qui
selon certains témoignages, s'expliquait par le fait qu'après son départ du Pérou, il avait fait une vasectomie. Car il était parti du Pérou pour une raison très simple, c'est qu'il avait mis enceinte une pauvre fille. D'ailleurs, il y a une fille de Castaneda qui vit aujourd'hui, enfin qui n'a pas connu son père et pour cause. Et donc il a fait cette vasectomie, ce qui fait que lorsque il a voulu avoir Carlton Jeremy, donc après il est tombé amoureux, il l'a fait faire par un ami. Il l'a fait faire par un ami. Oui. Toute sa vie, il a raconté l'histoire des forces spéciales et en s'apesantissant sur des détails sadiques d'opérations secrètes. Mais on comprend bien que ce côté mythomane est fasciné Fellini quand même. Bien sûr. Et Anaïs Nin, qui elle-même était quelqu'un... Elle doutait quand même, Anaïs Nin. C'est la première... mais elle dit, c'est un grand mythomane, mais elle trouve ça génial. Elle dit, raconte des histoires extraordinaires, il est double, il a une personnalité double, elle est complètement fascinée par lui. C'est très fascinant, les mythomanes. Oui, parce que surtout quand ils sont drôles, parce que lui, en plus, il a une mythomanie poétique, et en même temps, il invente des histoires géniales, parce qu'il paraît que quand il racontait les forces spéciales, il vous tenait en haleine une soirée entière. C'est un grand clown, hein, sans le public, il était fait pour faire du cabaret. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait une plastique aussi mobile que celle de Carlos. Il pouvait sembler perdre 30 centimètres. Il se transformait en petit vieillard bossu, pleurnichard, on n'aime pas mes livres. Et après ça, il se redressait. Et on le voyait, il n'était pas jeune lorsque j'ai rencontré, il avait plus de 60 ans. Il faisait des bonds sur la scène qui défiaient toutes les lois de la pesanteur. Et il tuait tout le monde autour de lui. Mais c'est ce que disait Richard Jennings, he could have done Vegas. Il aurait pu faire Las Vegas. Oui, absolument, oui. Oui, je veux dire que l'idée d'effacer son histoire personnelle, spirituellement, c'est très convenable, ça tient la route. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais ça l'arrangeait bien aussi, ça avait double usage. Voilà, dans son cas, quand ça lui permettait de ne pas répondre aux questions des journalistes et ça lui permettait de mentir. Mais d'ailleurs, il y a eu un dossier Time Magazine en 1973, il lui a consacré sa une, et un énorme dossier, c'est en dit long sur son extrême notoriété. Et là, c'est vrai que la journaliste de Time Magazine, enfin toute l'équipe journalistique a éventré le mensonge de Castaneda, mais en même temps elle a éventré en se disant oui mais bon après tout c'est un artiste, il a bien le droit d'inventer. Enfin il y avait toujours cette espèce de mansuétude, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, Castaneda, qui a vraiment mystifié la terre entière. C'est le plus grand des menteurs, c'est le plus grand des escrocs, mais quel talent. Trickster, ouais, mais quel talent. Alors un mot de sa compagne, sa première compagne Elisabeth, sa maîtresse d'abord, puis il l'a épousée vous voulez parler de Margaret Runyan? Margaret Runyan. Est-ce que l'un des ressorts de Castaneda n'était-il pas de constater la fascination de cette femme pour son gourou de l'époque, Neville Goddard? Oui, Neville Goddard. À se dire, j'en ferai aussi bien si ce n'est mieux. C'est probable. Il est probable que ce qui se passe, c'est pour expliquer, c'est que lorsque Carlos Castaneda arrive aux États-Unis en 1952, je crois, je sais plus, c'est vrai qu'il commence à séduire autour de lui. Il arrive en Californie et le dragueur se met en marche, en route, et donc là, il séduit plein de filles. Et puis il va tomber amoureux, c'est un peu plus sérieux, d'une fille un petit peu plus âgée que lui, qui a beaucoup de charme, qui s'appelle Margaret Runyan. Et Margaret Runyan, c'est une fille qui est effectivement très versée dans le New Age. Ce qu'on n'appelle pas encore le New Age à l'époque, évidemment, mais enfin, vous savez, la Californie dans les années 50, c'est déjà une espèce de zone éruptive où il y a déjà tous les prophètes qu'on verra surgir dans les années 60 et qui frétillent et qui grenouillent. Et c'est vrai que Margaret Runyan est très branchée là-dedans. Et Carlos Castaneda, donc, vit avec cette femme une relation non exclusive, marquée par la polygamie, marquée par des aventures de tous les côtés, mais enfin il vit avec elle, et c'est vrai qu'il s'intéresse à ses dadas. Alors Margaret Runyan est la disciple d'un type qui s'appelle Neville Goddard, qui dit je suis Dieu dans l'homme. Elle s'intéresse beaucoup à la perception extrasensorielle, et tous les samedis soirs elle fait chez elle des dîners de voyants, ou en quelque sorte, c'est-à-dire que après le dîner tout le monde essaie de faire une voyance sur l'autre. Alors je fais une voyance sur toi et toi tu fais une voyance, etc. Et voilà. Et Castaneda assiste à tout ça, mais il a beaucoup de méfiance et il s'amuse un peu de tout ça. Il n'y croit pas. Lui, il lit Husserl, il lit Lucrèce, il lit Fernando Pessoa. Il est lui dans la culture. Dont il est le neveu, n'oubliez pas. Dont il est en plus le neveu, ça aide. Donc lui, il est dans la culture. Mais enfin, c'est vrai que à travers Margaret Runyan, il y a probablement
un contact qui s'établit avec cette spiritualité californienne. C'est indéniable. Et puis c'est très particulier à la Californie, ça il faut le comprendre. C'est un pays où c'est une zone du globe où il y a toujours eu des fous, des illuminés, des prophètes, des idées géniales, et des personnages incroyables et des exubérances qui nous semblent à nous Européens parfois complètement invraisemblables, mais qui là-bas paraissent tout à fait normales. C'est vrai que lorsque vous décriviez des hommes avec des t-shirts de tenségrité en train d'imiter les gestuels de 3 belles femmes juste au corps noir, c'est vrai que pour un des Européens ça peut paraître un peu baroque, mais que là-bas finalement c'est pas plus surprenant que bien d'autres pratiques qu'on a pu rencontrer. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur la plage quand on va à pied entre Santa Monica et Los Angeles, ce qu'on voit. Voilà, je me souviens de ce groupe où les gens se mettent des pyramides chauffantes sur la tête. Bon, pour un Européen, vous savez, mettre une pyramide chauffante sur la tête, ça paraît ridicule, mais eux, ils sont persuadés que ça réveille les chakras. Donc, pourquoi pas, après tout? Pourquoi juger? D'ailleurs, on vend sur le net des petits chapeaux avec des antennes pour vous empêcher d'être enlevé par les extraterrestres. Ça, c'est pratique. N'est-ce pas? Ce livre, Christophe Bourseiller, est sorti il y a quelques semaines, à peine fin février. Quelles ont été les retombées côté Tenségrité? Il n'y a pas eu tellement de retombées côté Tenségrité. Il y a eu un monsieur qui a dit que j'avais rien compris, et qui, notamment, c'était extraordinaire parce qu'il a dit que n'importe qui pouvait rencontrer Carlos Castaneda et que vraiment, j'étais le dernier des idiots si je pensais qu'on ne pouvait pas rencontrer Carlos Castaneda parce que n'importe qui pouvait le rencontrer. Et il m'a fourni d'ailleurs un intéressant entretien entre Carlos Castaneda et un Mexicain. Mais ce que j'ai pu Monsieur Louisa? Je sais plus qui c'est parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, mais ce que je sais, c'est que l'entretien a été fait dans le cadre du groupe de la tenségrité. Donc voilà, c'est un entretien. En fait, c'est le compte rendu d'une réunion estampillé avec l'autorisation. C'est une réunion collective même. Oui. Donc ça n'a rien de. Voilà. Mais c'est tout. Sinon, je veux dire que j'ai plutôt eu le plaisir de voir que le livre suscitait beaucoup d'intérêt des gens de tous les pays. J'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur qui m'a appelé au téléphone chez moi. Je sais pas comment il a eu mon numéro, d'Indonésie. En disant, vous savez, ma vie a été bouleversée par Carlos Castaneda. Moi-même, je suis allé sur les traces des Indiens Huichol, dont vous parliez tout à l'heure. Je me suis toujours intéressé à ça. Je viens à Paris, je veux vous rencontrer. Donc, il est venu à Paris, on s'est parlé. C'est un type qui est PDG d'une société de téléphonie en Indonésie et qui m'a dit, votre livre, je l'ai lu en 2 jours. Donc, ça m'a fait très plaisir et j'ai pas mal de témoignages de ce style-là. Je reçois beaucoup de messages sur Internet de gens qui me effectivement, me disent que ça a ouvert une porte pour eux, et donc c'est le principal, je crois que c'était l'objet de ce livre, voilà. Oui, c'est assez décapant, je le rappelle, si ça nous retire évidemment une part d'illusion, pour autant, ça nous amène à respecter l'auteur sous un angle totalement différent, celui de créateur authentique, très talentueux. Maintenant, est-ce que quelqu'un lui tenait la plume en seconde, pour ne pas dire rewriting? C'est une question difficile et délicate, car quand on sait qu'effectivement il maniait très difficilement l'anglais, qu'il avait donc cette difficulté d'élocution, j'ai pu voir un certain nombre de documents manuscrits de Castaneda, personnellement, qui ne sont pas écrits dans un anglais qui sont écrits dans un anglais un peu rocailleux. Alors il est possible que les différentes, vous savez, quand on publie un livre, là c'est l'écrivain qui vous parle, enfin vous connaissez aussi, il y a toujours des correcteurs. Alors les correcteurs en général ne se contentent de dire là, vous pourriez peut-être vous dire là, est-ce que vous êtes sûr de l'orthographe, etc. Mais si le livre est, mettons, mal écrit, le correcteur peut éventuellement intervenir. Et il est tout à fait possible, mais je n'en ai pas la certitude, que certains livres de Castaneda aient été, comment dirais-je, nettoyés, repeignés par diverses personnalités. Alors, est-ce que c'était des correcteurs des maisons d'édition ou est-ce que c'était des gens de son groupe? C'est difficile aussi à dire, car il faut savoir que les derniers livres ont été dictés. Donc ils étaient dictés dans le cadre du groupe aux femmes qui étaient là et qui notaient justement pour le Parce qu'il perdait la vue. Oui, alors il avait aussi des problèmes de vue. Oui, alors il expliquait ces problèmes de vision de façon tout à fait étonnante. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il disait que lorsqu'il était dans la seconde attention, il développait une vision à 360 degrés. C'est-à-dire qu'au lieu de voir simplement devant et latéralement, il voyait aussi derrière. Aussi, c'est pas facile. Ça lui permettait d'apercevoir la mort par-dessus l'épaule gauche dans la foulée. Tout à fait. D'un autre côté, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était aussi un problème de diabète. Mais bon, ça c'est un peu plus trivial. Bien, on va s'arrêter là. 1h30, ça passe extrêmement vite. Ça n'a laissé aucune place aux auditeurs pour intervenir. Mais ils se rattraperont en lisant aux éditions du Rocher
La vérité du mensonge, Carlos Castaneda, La vérité du mensonge de Christophe Bourseillet. Et en ce qui concerne Marie-Thérèse de Brosse, on a eu un témoignage assez précieux. Malheureusement, elle n'a pas totalement récupéré ses notes, son journal de l'époque. Et j'imagine que hors antenne, la discussion va se poursuivre entre elle et Christophe Bourseillet. Absolument. Certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.